Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 18h30 sur France 3 Paris-Île-de-France. Ce soir, avec vous, nous nous intéressons aux restaurateurs parisiens et franciliens touchés de plein fouet par la crise sanitaire et les différentes restrictions gouvernementales pour lutter contre la propagation du coronavirus. Les restaurants sont fermés depuis octobre dernier. Les restaurateurs ont déjà subi un premier confinement strict au printemps dernier, des réouvertures sous condition, des couvre-feux. Quel est l'état d'esprit, quelle est la situation économique et psychologique des patrons restaurateurs, mais aussi des salariés? Pour en parler ce soir, nous recevons autour de cette table Laurent Besson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes propriétaire de la taverne Gambrinus à Saint-Michel-sur-Orge dans l'Essonne. Quel est votre état d'esprit? Je commence à être vraiment usé moralement et je suis très inquiet puisqu'on n'a pas de perspective en fait. À vos côtés, Franck Miquel, bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes propriétaire de 6 bistrots dans la capitale. Comment voyez-vous l'avenir? Il faudrait déjà qu'on ait un avenir et qu'on ait une perspective. Face à vous, Emmanuel Tixier, journaliste de la rédaction de France 3 Paris-Île-de-France, pour le scan du 18h30, les chiffres clés, les données essentielles et les réactions des téléspectateurs et des internautes. Et oui, les réactions et les questions sur les réseaux sociaux, avec le hashtag avec vous. Et puis, grâce à ce QR code qui apparaît sur votre écran, vous le scannez, vous posez votre question et nous y répondrons dans cette émission, Jean-Baptiste. À tout à l'heure. Et nous serons aussi, grâce à Internet, en liaison Skype avec Jonathan Mallet. Vous êtes cofondateur de Resto du Coin, une application mobile pour avoir des livraisons à domicile de plats ou encore pour la vente à emporter. À tout à l'heure, monsieur Mallet. À tout à l'heure, à nos invités. Nous sommes tous en place. Rendez-vous dans quelques minutes sur France 3 Paris-Île-de-France. À tout de suite. Ce soir, sur France 3 Paris-Île-de-France, nous nous intéressons avec vous aux restaurateurs parisiens et franciliens. Comment vivent-ils cette crise sanitaire, ces fermetures à répétition? Quel est l'état économique et psychologique du secteur? Pour en parler ce soir, sur ce plateau, nous recevons Laurent Besson. Bonsoir. Vous êtes propriétaire de la taverne Gambrinus à Saint-Michel-sur-Orge, dans l'Essonne. À vos côtés, Franck Miquel. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes propriétaire de 6 bistrots parisiens dans différents arrondissements de la capitale. Face à vous, Emmanuel Tixier, journaliste de France 3 Paris-Île-de-France, pour le scan du 18h30. Les données essentielles, les chiffres clés, mais aussi les réactions des téléspectateurs et internautes. Et nous serons aussi en direct avec Jonathan Mallet, le cofondateur de Resto du Coin, une application mobile pour la livraison, la vente à emporter de plats. Une belle initiative solidaire pour les restaurateurs. Messieurs, première question, on a entendu ces derniers jours la rumeur d'une réouverture possible le 6 avril. Qu'en pensez-vous? C'est très loin. On en pense qu'on espérait mieux. En quelque sorte, on espérait une date plutôt proche de mars. Mais avril, on s'adaptera, sauf si effectivement les rayons de soleil nous permettent d'ouvrir les terrasses, conditions plus intéressantes. Ce calendrier pour vous, monsieur Besson, qu'en pensez-vous? Moi je me sens pas compétent pour dire il faut ouvrir à telle date. En revanche, on a besoin de s'organiser. On n'a pas pu s'organiser au moment de la fermeture parce qu'on nous a prévenu la veille pour le lendemain. Là, on aimerait savoir effectivement à quelle date on peut réouvrir. Alors, comprenons votre situation, monsieur Besson. Où vous en êtes économiquement? Avez-vous dû vendre des biens personnels? Comment qualifiez votre situation économique? C'est catastrophique. À titre personnel, c'est catastrophique. J'ai pu bénéficier du chômage partiel pour ma salariée, et c'est déjà ça. Sachant qu'il a fallu absorber quand même le temps de latence entre le moment où on fait la demande et le moment où on reçoit cet argent. J'ai même fait un crédit à titre personnel pour pouvoir que mes salariés soient payés. Mais en étant gérant, je n'ai droit à aucune indemnisation. Vous n'habitez plus chez vous? Non, j'ai rendu mon appart et je squatte une maison de campagne de mes parents qui me l'ont gentiment prêté. Alors, pour bien comprendre le secteur économique de la restauration en Île-de-France et à Paris, Emmanuel Tixier est avec nous pour le scan du 18h30. Alors, comment comprendre cette catastrophe d'un point de vue économique, mais aussi quelles sont les aides mises en place par l'État? Eh bien, Jean-Baptiste, regardez cette photo, Happy Hours. Elle n'a jamais été aussi fausse à comprendre, cette photo, car les heures n'ont jamais été aussi sombres pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, avec ce chiffre implacable, 80% de baisse d'activité entre janvier et avril 2020, ce qui correspond à peu près au premier confinement, au confinement du printemps dernier. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place, bien sûr, par les pouvoirs publics, à commencer par le prêt garanti par l'État, qui est un prêt de trésorerie, mais qui amènera un remboursement nécessaire par la suite.
le fonds de solidarité, qui est calculé en pourcentage du chiffre d'affaires des entreprises, et puis le chômage partiel, qui a bénéficié à 97% des entreprises de l'hôtellerie et de la restauration. Ce qu'il faut savoir, c'est que 286 206 personnes travaillaient en 2017 dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration au sein d'à peu près 60 000 entreprises, 58 869 entreprises en Ile-de-France. La question, c'est de savoir combien vont tenir le choc de cette crise sanitaire qui n'en finit pas. Les chefs d'entreprise sont très pessimistes. 65,8% d'entre eux estiment que leur entreprise est menacée de fermeture à court terme. C'est une étude menée à la fin 2020 par les professionnels du secteur, un chiffre à nuancer par cet autre chiffre du Conseil d'analyse économique, 1,78% de taux de défaillance, c'est-à-dire le taux de faillite qui est anticipé par les économistes en 2021 et qui prend en compte donc le rattrapage des faillites qui n'ont pas eu lieu en 2020 du fait des différents dispositifs mis en place par les pouvoirs publics. Jean-Baptiste. Merci beaucoup Emmanuel pour toutes ces précisions. Le mot faillite, un mot bien sûr qui fait peur. Vous y pensez, messieurs? Monsieur Bickel? Tous les jours, on pense effectivement que ça peut nous arriver, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et les conditions étant tellement difficiles, 65%, c'est énorme, surtout en début d'année. Et qu'est-ce qu'il en sera à la fin de l'année? C'est surtout peut-être les faillites que ça va engendrer en suivant sur les mois à venir. Monsieur Besson, le mot faillite? Évidemment, oui, quotidiennement. Et ça reste de l'ordre des choses complètement possibles, en effet. Et d'un point de vue psychologique, même pour vos salariés, par exemple, comment vous pouvez aussi qualifier la situation au niveau du moral? Mes salariés, ils s'ennuient. Ils sont comme moi, comme mon collègue, je pense. On est dans des métiers d'action, on est dans des métiers de contact. On est dans des métiers, on a l'habitude de bouger. C'est vraiment culturel dans notre métier. Et on a souvent des équipes assez jeunes, en fait, en restauration. Et vu l'état de la taille des appartements en Ile-de-France, les gens qui tournent en rond et qui vont pas bien. Alors le moral, c'est un vrai problème, bien sûr. Et puis, bien sûr, les finances, pour tenir. Est-ce que, selon vous, les aides de l'État sont suffisantes? C'est conséquent. Quand on touche 10 000 euros, effectivement, ça fait une somme. Puisque nous, on vend des cafés à 1,20 €. Donc, automatiquement, 10 000 euros représentent quand même une somme assez importante. Maintenant, il faut savoir si elle remplit toutes les cases. Parce que dès que vous avez enlevé le loyer, donc ça dépend des entreprises, de la taille des bistrots, des affaires telles qu'elles sont gérées. Et en plus, on a tous nos frais courants. Mis à part l'URSSAF, où on aura les reports et les autres charges sont présentes et il faut les assumer. Donc, si effectivement les 10 000 euros partent dans tout ce que vous avez à rembourser, on le prend et on le redonne. Et il ne reste rien pour l'exploitant. Et monsieur Besson, le prêt garanti par l'État, le fonds de solidarité, c'est une aide suffisante? En fait, moi, la question est encore plus simple, c'est que je n'ai pas touché les aides pour l'instant. J'ai juste touché le chômage partiel. Puisque ce qu'on nous dit pas, en fait, ou très peu, c'est qu'il faut être à jour de toutes ces cotisations. Vu le premier confinement et puis les mesures qu'on a mis en place de distanciation des tables, etc., on a pris du retard au niveau de nos cotisations. Donc, notre dossier est bloqué pour l'instant et on n'a reçu absolument aucune aide. Et les banques, est-ce qu'elles vous suivent, les banques? Eh ben non, les banques, elles ne nous suivent plus, en fait. Elles nous ont suivis sur le premier confinement, mais là, elles ne nous suivent plus. Moi, je vis sans carte bleue. On m'a même coupé ma ligne téléphonique, vous voyez. On en est là, quoi. Et pour vous, monsieur Mickel, la banque? Les banques sont toujours frileuses, quoi qu'il en soit. Donc aujourd'hui, effectivement, essayer de vous financer une affaire à la rentrée, quand on va pouvoir réouvrir, ça va être compliqué. Donc si on n'a pas un petit peu d'air frais, c'est difficile pour repartir. Surtout si on n'a pas de trésorerie et qu'on a accumulé pendant 10 mois des pertes. Les banques ne seront pas... Alors votre situation intéresse beaucoup les téléspectateurs, mais aussi les internautes. Emmanuel Tixier, vous avez compilé quelques interrogations des téléspectateurs et des internautes. Lesquels? On vous écoute. Oui, à commencer par cette première question. Ne pourrait-on pas ouvrir au cas par cas certains restaurants qui n'ont que peu de tables et où les clients sont suffisamment espacés, monsieur Mickel? Alors, au risque de déplaire peut-être dans la profession des bistrots, moi je considère qu'un restaurant avec des tables avec plus d'1,50 m d'espace, puisqu'on parle de restauration pure, moi je fais du bistrot. Et on est sur des tables serrées, des établissements plus petits, des terrasses un peu plus serrées. Un restaurant, il a de l'espace, surtout les gastros, ils ont énormément de place.
Donc je considère qu'effectivement, il pourrait largement rouvrir et ça ne serait pas plus dangereux qu'autre chose. Monsieur Besson? Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on avait mis en place entre les 2 confinements et on l'a fait sérieusement. C'était contraignant pour nous de noter et puis un peu indérangeant pour les clients de noter leur nom, etc. On a joué le jeu. Alors une autre question un petit peu plus piquante cette fois. Pourquoi ne ferme-t-on pas les cantines scolaires et les restaurants d'entreprise dans la mesure où finalement les restaurants sont fermés? Cantines et restaurants d'entreprise, à mon avis, c'est beaucoup plus réglementé. On organise le service, il y a de la distanciation, on gère. Nous, dans nos affaires, on fait du commerce, donc on prend les clients comme ils arrivent. C'est beaucoup plus difficile à réglementer. Cantines, restaurants d'entreprise, à mon avis, ils sont beaucoup plus dans la norme. Merci pour toutes ces questions. Vous pouvez bien sûr réagir sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux de France 3 Paris Île-de-France. On parle des cantines, par exemple. Des images ont choqué beaucoup de personnes, notamment celles des magasins bondés au moment des achats de Noël. Est-ce que vous avez aussi été choqué par ces images? Évidemment. Dès l'instant où nous, on est fermé, on se dit pourquoi les magasins, avec aussi peu de distanciation, ils restent ouverts. Simplement, il faut savoir que nous, on bénéficie d'une aide, on est fermé, attendons. Il y a des artisans, des commerçants, des petites entreprises qui aujourd'hui luttent pour faire du chiffre d'affaires et ne bénéficient d'aucune aide. Donc il faut quand même laisser un petit peu respirer tout le monde, je pense. Et pour vous, monsieur Besson? Oui, effectivement, a fortiori avec un couvre-feu à 18h, tout le monde se précipite. À 16h, c'est la course pour faire 3 courses. Je vois pas bien l'intérêt en fait de cette mesure. Je la comprends Est-ce que, selon vous, vous êtes victime d'une injustice par rapport à ces fermetures à répétition, ou vous comprenez ces décisions gouvernementales? Injustice ou pas, on est bien obligé de comprendre. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc il faut qu'on se mette en place, la tête bien en place, à réouvrir et à travailler. Nous, on travaille 10 heures par jour. Donc automatiquement, il faut qu'on reprenne l'activité le plus tôt possible pour faire fonctionner nos commerces qui nous coûtent, dans lesquels on a investi et où on s'est investi. Alors peut-être une solution, vous allez voir la vente à emporter. On va en parler bien sûr avec vous, mais d'abord, retrouvons tout de suite en direct un invité qui a cofondé une application mobile, Jonathan Mallet. Bonsoir monsieur, vous avez donc cofondé Resto du Coin, application mobile pour la vente à emporter et bientôt la livraison. Alors cette idée, est-ce qu'elle avait germé avant la crise sanitaire ou ce sont les confinements qui vous ont donné l'envie de créer cette application ? L'idée avait germé un petit peu avant, notamment en entendant parler la première fois des commissions assez importantes, voire énormes, qui sont prises par les plateformes, les grandes plateformes du marché. Mais c'est vraiment au moment du premier confinement et en discutant avec une restauratrice qui possède un bistrot aux alentours de mon bureau et en me rendant compte qu'elle n'avait pas réellement de solution en dehors de ces plateformes qui en plus étaient saturées, qu'on a décidé d'y aller à fond et de créer Resto du Coin. Alors, vos bureaux sont dans le 3e arrondissement. Expliquez-nous le modèle économique de Resto du Coin. Combien, par exemple, le restaurateur paye et également le consommateur ? Alors, avec Resto du Coin, on a décidé de ne facturer que la mise en relation entre le consommateur et le restaurateur pour 1 €, quel que soit le montant de la commande, un tarif fixe. Quand il s'agit de commandes à emporter, ce sera 1 € uniquement. Dès lors qu'il y a une livraison, qu'on n'a pas encore activée, ça arrivera dans les semaines à venir, dès lors qu'il y a une course à payer, le montant de la course, donc le paiement du livreur, sera réparti entre le consommateur et le restaurateur. Mais nous, on gagnera toujours qu'1 €. Alors, Resto du Coin, c'est le nom de l'application. Est-ce que ça veut dire qu'on est dans le local, dans le restaurant qui est au coin de sa rue ? Exact. C'est également un aspect différenciant de Resto du Coin où on a voulu présenter aux consommateurs toujours les restaurants par ordre de proximité pour qu'ils voient vraiment les restaurants de leur quartier pour les soutenir, pour commander chez eux. Là où, en comparaison sur d'autres, les grandes plateformes du marché, il y a un algorithme et la décision est celle des plateformes de placer un restaurant en tête plutôt que plus bas dans le classement. Est-ce que vous avez eu aussi cette notion de la solidarité quand vous avez créé votre application ? Quand j'ai entendu parler du 30% de commission pour chaque commande passée sur une plateforme, alors que les restaurateurs avec qui je discutais à proximité avaient du mal à joindre les deux bouts et de toutes les manières, ce n'est même pas les marges pratiquées dans le domaine de la restauration. Clairement, on s'est dit que ce n'était pas normal de pratiquer de tels tarifs dans une situation telle qu'elle est. Et d'autant plus que le rôle d'une plateforme est de mettre en relation un consommateur et un restaurateur et pas de marger sur la commande
préparé par le restaurateur. Alors, où en êtes-vous? Combien de restaurants ont rejoint l'application? Est-ce qu'on peut déjà commander? Expliquez-nous. Alors, l'application pour les restaurateurs existe depuis environ 1 mois et pour le grand public, elle est en ligne depuis 4 jours maintenant. Donc, c'est très récent. On a déjà un peu plus de 300 restaurateurs qui nous ont rejoints et l'application grand public a été téléchargée en 4 jours 10 000 fois environ. Vous êtes les seuls Français sur ce marché, c'est bien cela ou pas, sur le marché du resto local et de l'application mobile? Alors, je ne pourrais pas vous dire si on est les seuls Français, mais ce qui est certain, c'est que les acteurs qui maîtrisent, qui ont un monopole sur ce marché, ne sont pas français. Il y a des Américains, des Anglais, mais pas de gros acteurs français. Merci beaucoup, Monsieur Mali, d'avoir été en direct avec nous. Merci à vous et bonne chance pour la suite. Messieurs les restaurateurs, avez-vous pensé, vous, à la vente à emporter, à rejoindre ce type d'application mobile? Alors, vente à emporter. Dans la configuration actuelle, c'est-à-dire on a nos affaires qui sont fermées, ça nous permet de générer un chiffre d'affaires? Ou est-ce que quand on va réouvrir, effectivement, la vente à emporter sera un plus, c'est-à-dire avec un coût qui est vraiment très peu important, pour générer du chiffre d'affaires en plus et relancer effectivement notre activité. Parce que notre activité principale, c'est quand même notre fonds de commerce. Elle se passe dans notre bistrot. C'est-à-dire on est là le matin, on sert des cafés, on fait des plats du jour, on fait de la vente de bière le soir, on fait des planches. C'est ça notre vrai travail. Internet ne nous fait pas vendre tout ça. Et en plus, dans ces cas-là, on n'investirait pas dans des fonds de commerce quand même qui nous coûtent un peu d'argent. Pour vous, Monsieur Besson, Internet, alors la vente à emporter, est-ce que vous y avez pensé? Mais en tout cas aussi, expliquez-nous la cagnotte que vous avez mis en ligne sur Internet. D'abord, sur la vente à emporter, moi j'ai un établissement qui est un lieu très festif, avec des concerts, un lieu convivial, un lieu où on vient retrouver les copains, partager ensemble. Donc on n'a pas un produit du tout qui se prête à ce type d'activité. La cagnotte que vous avez mise en ligne, la solidarité aussi chez vous dans l'Essonne. Ouais, c'est très impressionnant. Là, ça vient de s'arrêter aujourd'hui, cette cagnotte. On arrive à 39 000 €. Donc, moi, j'étais très réticent au départ parce que j'avais peur de réactions négatives en me disant, tiens, qu'est-ce que c'est que ce restaurateur qui vient faire la manche, en fait? Aller solliciter des gens, en fait, qui viennent déjà dépenser de l'argent chez nous. Et en fait, on a mis en place un certain nombre de contreparties. Donc, les gens, en fait, par exemple, ont acheté des repas à l'avance, ont acheté des paniers de bière. On a un partenaire en textile qui nous a donné un coup de main. On a fait des t-shirts de soutien. Voilà, à peu près ça. Et on a eu à peu près 900 contributeurs. Donc ça, je suis très, très touché et même très étonné. Et grâce à cette cagnotte, on va pouvoir se mettre à jour avec les services des impôts. Et je l'espère pouvoir débloquer enfin ces aides. Peu d'espoir, ça fait du bien. Emmanuel Tixier, d'autres questions? Oui, une question tout simplement, au-delà d'une cagnotte, qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement pour aider le restaurant de son quartier? Quel geste concret on peut faire? Être là quand on va réouvrir. Présent. Nous serons là. Voilà. Ouais. Et pour vous? Ouais, je suis assez d'accord. Et puis, je suis pas inquiet sur les gens sont frustrés là, de ne pas sortir. Je suis sûr que cette réouverture, elle va être monstrueuse. Festive, peut-être. Il faut tenir le coup maintenant. Une deuxième question, est-ce que la vente à emporter va devenir la norme? Dans mon cas personnel, non. Je pense pas. Enfin, on a toujours vendu à emporter. Je veux dire, dans les bistrots, on fait des sandwichs, on a toujours fait. Mais il y a des professionnels maintenant. Moi, je vois dans mes arrondissements, il y en a vraiment qui sont équipés pour ça, qui le font. C'est très bien. Moi, je trouve ça parfait de faire de la vente à emporter. Mais il faut quand même garder du traditionnel. L'âme du bistrot, c'est effectivement cette convivialité, de recevoir du monde, de partager quelque chose. Monsieur Besson, ouais. Ah, je suis complètement d'accord. Moi, j'ai un lieu où des gens qui peuvent venir tout seuls et rencontrer, surtout à travers la musique, et rencontrer d'autres clients. C'est pour ça que je fais ce métier, en tout cas. Et en plus, d'un point de vue historique, merci Manuel pour toutes ces questions, pour le scan, pour les éléments. On se retrouve bien sûr dans la prochaine émission. On me disait, oui, non, dans l'histoire de Paris et d'Île-de-France, les restaurants, les bistrots, c'est le patrimoine de la ville, non? Oui. Et en plus, prenez comme exemple, plus du tout de bistrot. Un soir, on éteint tout. Bon, c'est le cas aujourd'hui. Quand vous avez besoin d'attendre quelqu'un, d'avoir un rendez-vous, d'attendre un taxi, d'un verre d'eau, d'aller aux toilettes, de vous poser, vous avez peur, c'est le bistrot. C'est le bistrot qui est là. Alors, je ne dis pas qu'on est service public, mais quand même, on est tout le temps présent. Et s'il n'y a plus de bistrot, c'est une ville déserte. Ils sont des projets de vie, en tout cas, pour vous, Monsieur Besson, votre établissement. C'était un projet de vie.
qui est fermé. Ah oui, moi j'ai tout posé ce que j'avais. Hein. Et j'ai mis toutes mes tripes depuis 16 ans maintenant. Donc là, c'est difficile d'être inactif. On n'a pas l'habitude. Et est-ce que vous avez des personnes, des habitants de vos quartiers qui viennent vous voir, qui viennent vous dire alors quand est-ce que ça va repartir? On est avec vous, vous nous manquez. Est-ce que vous avez ce type de témoignage? Oui, tous les jours. Tous les jours. Moi, je suis dans des rues qui sont très commerçantes, donc tous mes voisins, effectivement, ils s'adressent à vous en espérant avoir une réouverture prochaine, bien entendu. Oui, de même. Beaucoup Alors, d'appels. le mot de la fin, messieurs, quel est votre espoir, on va dire? Allez, monsieur Mickaël. Qu'on reprenne une activité pas qu'éphémère, c'est-à-dire pas un élan d'ouverture, et il faut qu'on puisse effectivement s'inscrire dans la durée et conserver ce qui est le patrimoine en plus des villes, c'est-à-dire les bistrots. Et vous vous rendez compte, si on a disparaître, déjà les boulangeries disparaissent dans certaines régions, donc il faut vraiment conserver cet aspect un peu festif de la vie parisienne et des villes en général. Et pour vous, votre mot de la Ouais, fin, je monsieur? suis complètement d'accord. Le bistrot, c'est la culture parisienne, et pas que d'ailleurs. Mais Non, de c'est toutes très, les... c'est très lié à la vie parisienne. Et à l'ambiance. Vous gardez quand même un peu le moral ou... Bien sûr, bien sûr. Ouais, on est là. Vous êtes là. En tout cas, vous étiez sur le plateau de France 3 Paris de France. Ça fait vraiment plaisir de vous recevoir et de mettre des visages, bien sûr, derrière ces restaurateurs. On en parle très, très souvent. On pense à vous et vous souhaite bien sûr bonne chance pour les mois et les semaines à venir. Merci à vous, téléspectateurs, téléspectatrices et aussi internautes. Vous pouvez d'ailleurs réagir, on le rappelle, grâce au QR code que vous pouvez scanner, qui est juste en bas de votre écran, réagir pour nous transmettre tout simplement vos interrogations ou également vos remarques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt dans quelques secondes. Votre journal régional, le 19-20. Très belle soirée à vous sur France 3 Paris de France.